Bonjour à tous, c'est Lambert Wilson. Bienvenue sur Cinécran, où nous allons parler beaucoup du festival de demain qui se trouve à Vierzon pendant quelques jours. J'ai l'impression que quand je suis président, ça se passe plutôt bien, je fais avancer la discussion et j'aime pas le conflit. Donc en fait, on résout des problèmes de choix, d'équilibrage, de palmarès. En revanche, j'ai été dans des jurys où les gens se disputent violemment parce que forcément le cinéma c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et puis parfois, vous savez, vous découvrez une nouvelle personne qui fait partie du jury, que vous appréciez, etc. et qui subitement se met à défendre un film que vous avez détesté. Et ça réveille des animosités, mais incroyables. C'est-à-dire que subitement, les gens s'opposent comme s'ils se connaissaient depuis des années et qui s'engueulaient en sortant d'une projection au café du coin. C'est incroyable ce que ça peut susciter de discussions passionnées. Heureusement, mais moi je veux surtout que la discussion avance et qu'il n'y ait pas de blocage. Ouais. Il faut être un peu diplomate. Je préfère arriver vraiment sans savoir quoi que ce soit et découvrir. Cela dit, je fais un petit travail juste avant chaque film. J'aime bien un petit peu comprendre d'où viennent les gens, est-ce que je connais des acteurs, quelle est la nationalité du réalisateur ou de la réalisatrice. Mais je me laisse... En fait, il faut dédramatiser la responsabilité, parce que sinon c'est angoissant. Alors plus les festivals sont importants, quand ils ont une renommée vraiment énorme, internationale, c'est un choix politique, de plus en plus politique, le palmarès. Et il faut un peu dédramatiser, se dire, voilà, on regarde des films et on va en parler, et puis à la fin, effectivement, on va sortir les choses les plus marquantes. Parce que sinon, on est... J'imagine, par exemple, quand on est président du jury du Festival de Cannes, ou dans le jury du Festival de Cannes, on est absolument écrasé par le poids de la responsabilité. Mais parce qu'effectivement, les palmarès sont ensuite analysés, et ils le sont de façon politique, ouais. Particulièrement par les temps qui courent, en temps de conflit. Donc là, pour le festival demain, donc le festival de Vierzon, ce sont des films engagés, des films qui racontent des situations sociales existantes. Ce sont des films en même temps qui sont divertissants. Je pense que ça va se passer tout seul. Parce qu'il y a une thématique. Quand ça part dans tous les sens, c'est beaucoup plus compliqué. Quand on est subitement dans une sélection et qu'il y a de la science-fiction, du drame social, de l'abstraction pure, ou alors... c'est difficile. Alors que là, je pense qu'en fait, grâce à Louis-Julien Petit, il a choisi sa thématique en fonction du cinéma que lui fait, et c'est un cinéma qui est un miroir tendu à la société. Ce sont des problèmes de maintenant. J'aime beaucoup ça parce que généralement les gens qui se rendent à un festival, ils sont plutôt aimants, ils sont plutôt positifs. Ils ne viennent pas là pour vous engueuler, ils ne viennent pas là pour vous dire qu'ils vous détestent, que vous faites des choix nuls. Donc on est comme ça dans un cocon bienveillant. Et puis vous savez, quand on est acteur de cinéma, à la différence des acteurs de théâtre, le succès d'un film ou son propre succès, c'est un peu abstrait, parce qu'en fait, ce ne sont que des chiffres, les chiffres d'un film, les entrées. Alors on a besoin de cette interaction avec le public, parce que les acteurs, ils sont faits pour ça, pour rencontrer leur public. Donc ces moments dans les festivals, je trouve que c'est super important. Et aussi parce que je trouve que dans les festivals, le public se tient bien. Il n'est pas dans une accessibilité vulgaire avec les acteurs, dans le côté « Ah oui, c'est quoi, tu fais quoi, toi, tu passes à la télé ?» Ce qu'on rencontre en revanche dans notre vie, en ville, etc., où parfois certaines personnes ne prennent aucune précaution. Ah ouais. Et ici, j'ai l'impression qu'ils sont d'une grande discrétion et délicatesse. Oui. C'est vrai que il y a 4-5 rôles, il y a Matrix, il y a Des Hommes et des Dieux, il y a Palais Royal, il y a le truc que j'avais fait avec Chabat dans Le Marsupilami, des choses comme ça.
Et entre ces marqueurs, il y a plein de trucs que les gens voient, ne voient pas, ou alors subitement, les gens viennent vous parler d'un film qui n'a pas nécessairement eu un gros succès, mais dont ils sont complètement dingues. Alors ça, c'est plutôt satisfaisant. Il y a un film, par exemple, que j'ai fait avec le réalisateur René Manzor, qui s'appelle Dédale, et il n'a pas fait énormément d'entrées, mais quand les gens l'aiment, ils en sont complètement toqués. C'est un film qui les a vraiment beaucoup marqués. Et puis après, c'est aussi ce qui passe à la télévision. On vous reparle d'un film, là récemment est repassé De Gaulle. Voilà, c'est un petit peu les personnages qui déjà étaient connus avant par eux-mêmes que vous interprétez. L'Abbé Pierre, Cousteau, De Gaulle, ça ce sont des grands classiques. Ouais. J'en ai parlé avec Sabine Azéma hier, qui est dans le film et qui était la compagne d'Alain Resnais. C'est un film qui n'a pas été apprécié à sa juste valeur parce que peut-être que le genre de la comédie musicale ou de l'opérette provoque de la méfiance en France. On est moins friand de ce genre de choses. Alors que le film est délicieux, très joliment fait. Il a des interprètes vraiment formidables. Et j'ai voulu, quand on m'a proposé cette carte blanche, présenter ce film-là parce qu'aussi c'est un film de divertissement. C'est un film, voilà, c'est une espèce de pièce de boulevard 1920 avec des chansons. Et puis je trouve qu'il y a des acteurs vraiment formidables. Pour moi, la possibilité de revoir Darry Cole en concierge, de voir la jeune Audrey Tautou, de voir Isabelle Nanty. Ça m'a vraiment touché de revoir ces images. Aussi parce que c'est un très très beau souvenir. Quand on est entièrement en décor, reconstruit en studio, avec cet homme si charmant, si délicat, courtois, cultivé. On a passé, en fait, on peut se dire en voyant ce film-là, nous les acteurs, on a passé un des meilleurs moments de notre vie d'acteur. Tellement, on se réjouissait de partir tous les matins pour tourner. C'était de la joie pure, je ne peux pas dire autre chose. Ce qui est curieux, c'est que j'ai l'impression d'avoir quitté l'école de théâtre l'année dernière, quoi. Pour moi, c'est comme si j'étais débutant, j'ai la même inquiétude, j'ai l'impression que, même si le temps a passé, j'ai l'impression d'être adolescent encore et je ne me retourne jamais. Donc effectivement, je n'ai pas la sensation de temps en temps, je vois une chose apparaître, une photo, une affiche, et je me dis, ah mais oui, c'est vrai, il y avait quand même toute cette... Je ne pense pas en termes d'accomplissement d'une œuvre, parce que je pense que tout ça s'évapore. Mais le plus important pour moi, c'est le temps passé avec les équipes. C'est le temps passé avec les metteurs en scène, les équipes techniques, les acteurs. Ça, c'est beau, parce que c'est un bagage qu'on emporte avec soi qui est très, très précieux. De voyage, de compagnonnage, de rigolade, de douleur, mais... c'est surtout ça que je pourrais évoquer s'il fallait parler de ma vie d'acteur. J'ai l'impression qu'il reste sinon très peu de choses, que tout reste à faire. Voilà, c'est ça en fait. Quand je dis que je suis comme un jeune étudiant qui se quitte l'école, c'est que je me dis, je n'ai pas vraiment accompli ce que je voudrais accomplir, je n'ai pas encore trouvé le rôle vraiment qui me demande le plus d'efforts, qui me raconte le plus. J'espère qu'ils arriveront, ces rôles-là. Donc je suis dans la position d'un débutant. En fait, il faudrait, mais c'est un autre métier, l'écriture. Moi, j'ai pas énormément d'imagination. Je commence à me forcer un tout petit peu là maintenant parce que, à force de ne pas écrire, on peut pas non plus passer sa vie à attendre que les autres écrivent pour vous. On a des rôles quand même au fond de soi qu'on a envie d'exprimer. Donc c'est la question que je me pose maintenant. En ce moment. Ouais. Non, ça vient naturellement, c'est-à-dire que pour moi, d'abord, chanter, ça fait partie de mon métier d'acteur, parce que c'est comme ça que je l'ai appris quand j'ai fait mes études de théâtre en Angleterre, on nous faisait chanter beaucoup. Ensuite, il y a un répertoire pour les acteurs, qui est celui de la comédie musicale, qui est celui du théâtre musical. Et si je chante, c'est vraiment dans cette optique-là, j'ai pas l'impression subitement de faire un autre métier. Je suis sur scène comme un acteur de théâtre qui s'exprime en musique. Après, la mise en scène, c'est aussi un exercice un peu normal pour les acteurs, de se diriger nous-mêmes, les autres. C'est un exercice que tous les acteurs devraient pratiquer, parce qu'on comprend beaucoup de choses par rapport à son propre jeu et à son métier, en faisant travailler les autres. Donc, j'ai pas...
par exemple, justement, je ne me suis pas lancé dans l'écriture, je n'ai pas... Il y a beaucoup de choses que les acteurs font que je n'ai pas eu le temps de faire, et parce que je me suis concentré sur des activités qui sont quand même, qui font partie de mon métier, j'ai l'impression. Ouais. C'est pas de l'éparpillement. Et puis aussi, c'est une sorte d'appétit. Oui, vous avez raison, c'est de la curiosité. Aller travailler avec un orchestre symphonique pour lire des textes dans des grandes œuvres classiques où on a besoin d'un récitant, c'est génial. C'est une façon de démultiplier la vie aussi. On met son costume, c'est comme si on était un soliste d'opéra, et puis on fait son métier d'acteur, mais on est dans un autre monde, celui des musiciens classiques, chanter aussi. Donc non, c'est une sorte d'appétit. C'est pas une peur de l'ennui ou un remplissage, c'est juste un appétit de démultiplier les vies. Alors c'est drôle parce qu'en fait, je me pose beaucoup la question en ce moment parce que je chante, parce que ce que j'aime faire le plus en fait en tant qu'acteur, ça me rappelle les tout débuts à l'école, au lycée, c'est un temps où j'ai lu du théâtre à voix haute devant mes camarades, et la vibration, l'effet de la voix sur les autres. Et ce que j'adore faire maintenant, c'est lire des textes par exemple, simplement utiliser la voix comme un instrumentiste, même si j'ai pas de personnage, lire des textes. Ce qu'est ma voix, ça m'échappe complètement. D'ailleurs, je ne peux pas la supporter quand je l'entends. Mais c'est vrai qu'il m'arrive dans une boulangerie, si j'achète un croissant, qu'au moment où je prends la parole pour me demander mon croissant, les têtes se retournent parce que l'identité vocale m'a trahi, et ça me sidère toujours. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle a de particulier, ma voix, elle est... Mais la même chose m'arriverait si j'entendais Fanny Ardant, Dussolier, ou je sais pas, Jeanne Moreau commander son croissant. Et ce sont des identités vocales qui sont très spécifiques. Ça demande un certain travail quand même, parce que finalement la voix c'est une chose très malléable, et ça se travaille aussi. Pour avoir une voix identifiable, bien timbrée, hein, il faut aussi faire certains exercices et la travailler. En fait, j'aimerais qu'on arrête de me considérer comme un personnage bourgeois, bien habillé, un diplomate, un banquier, un ministre. Il faudrait que j'arrive à jouer des rôles qui correspondent plus à mon quotidien. Effectivement, des rôles plus ruraux, et je sais bien que on ne pensera à moi que pour faire un gentleman farmer et non pas un cultivateur, ce qui est absurde. Ou alors des rôles qui ne sont pas dans la sophistication, mais dans la... pourquoi pas même, je sais pas, un chômeur, un ouvrier ou Alors, on est toujours responsable de l'image qu'on distille, hein, finalement. Quand je vais à la télévision pour parler des films, je suis plutôt un peu propre sur moi, je fais... C'est une question d'éducation. Alors bien entendu, ça définit une image qui ne correspond pas à vos possibilités d'acteur. Mais là, il faudrait aussi écrire ses propres rôles. Ouais. Mais c'est vrai que quand on me demande de faire les bourgeois, à moins qu'ils aient un vice secret, quoi, un truc vraiment bien croustillant à montrer, j'ai tendance surtout à me dire « non mais j'ai déjà fait ça ». En fait, ce que j'aime dans le métier d'acteur, c'est toujours se surprendre soi-même et surprendre le public. Quand on me demande de faire des choses que j'ai déjà su faire, que j'ai présentées, à ce moment-là, je bâille. De toute façon, je pense que quand on choisit un scénario, si on a la chance d'avoir le choix, parce qu'il y a des gens qui sont acteurs et qui font simplement ce qu'on leur demande parce qu'ils n'ont pas le choix, c'est déjà une forme d'engagement, même si le film en lui-même n'est pas politique. C'est un engagement parce qu'on choisit de raconter telle histoire humaine aux dépens d'une autre. Et ça, il y a choix et donc il y a engagement. Ensuite, je pense qu'on demande un petit peu trop souvent, et particulièrement en ce moment, aux acteurs de prendre la parole sur tous les sujets, y compris des sujets politiques ou géopolitiques très graves, et qu'à l'heure des réseaux sociaux, je pense que la parole est devenue un tout petit peu trop facile. Je trouve que s'engager véritablement en tant que citoyen est une décision qui appartient à tout le monde, acteur ou non acteur, mais
c'est pas parce qu'on est acteur et c'est pas parce qu'on a de la notoriété qu'on doit s'exprimer sur tous les sujets. Il y a des sujets pour lesquels les acteurs ne sont pas nécessairement qualifiés. C'est pas parce qu'on est célèbre qu'on doit faire résonner son opinion. Moi, je pense que c'est bien si on est fidèle à sa pensée et qu'on s'engage par rapport à des sujets auxquels on est sensible, bien entendu, mais l'ouvrir à tout prix, comme on le fait sur les réseaux sociaux ou dès qu'on est interviewé, je dis halte au feu. C'est pour ça que le théâtre existe depuis les Grecs, hein, je veux dire, c'est qu'on montre à l'humanité, on la montre elle-même, on montre cette humanité. Les acteurs le font, les auteurs le font. Le cinéma a continué à le faire après son invention. Et forcément, l'humanité, se voyant elle-même, réagit et, on espère, comprend des choses en se voyant et change. Je pense qu'il y a eu des films qui m'ont changé, il y a eu des films qui ont changé l'humanité, qui ont changé le regard sur des minorités, sur des problèmes sociaux. Quand je pense par exemple au film Erin Brockovich, c'est cette avocate, il y a un avant et un après. Quand on suit des personnages qui luttent âprement contre l'injustice, ça nous donne des forces, oui, ça nous donne des forces. Je n'aime pas voir des films à la télévision et je ne les regarde pas, très rarement, vraiment très rarement. Je regarde quelques films très anciens. Je peux regarder et je consomme des séries, ce qui est une chose qui est faite spécifiquement pour le médium de l'écran de télévision. Mais pour moi, la salle reste indispensable. Mes premières émotions sont assez cauchemardesques en salle, parce que je crois qu'en fait, la première image qui me vient à l'esprit, c'est Blanche-Neige et la forêt cauchemardesque dans Blanche-Neige, et je pense que j'ai vécu ça de façon extrêmement traumatisante. Et puis après, je crois que c'était mon père dans Le Capitaine Haddock, dans un film, le premier film adapté de Tintin qui s'appelait Le Mystère de la Toison d'Or, et je pense que mon père en Capitaine Haddock m'a terrorisé lui aussi. Donc les salles, mais je me souviens exactement où c'était à l'Arlequin, en bas de la rue de Rennes, et ça me fend le cœur quand je vois qu'on ferme une salle de cinéma. J'ai l'impression que quelqu'un de ma famille est décédé. Je trouve ça touchant, une salle de spectacle en général. Je trouve ça merveilleusement touchant. Moi, j'ai voulu être acteur au Normandie. J'ai accompagné mon père à la première des Trois Mousquetaires de Richard Lester en 72, je crois, et c'était une grande première. Il y avait des mousquetaires à cheval à l'entrée du cinéma, il y avait toutes les stars qui sont dans ce film incroyable, au Normandie. Au Normandie, c'est mythique, c'est comme le paquebot France, quoi. Je veux dire, on a des souvenirs, c'est très important. Mais alors là, on peut me demander d'aller lutter, d'aller manifester, je vais défendre les salles. Ça, c'est trop bien, les salles. Je ne pense pas à ce qu'ils penseraient de ma carrière, je pense plutôt à la sienne. C'est-à-dire qu'en fait, en arrivant à un certain âge, je suis confronté à ce que lui a vécu au même âge, quels étaient ses choix d'acteur, ses choix dans le cinéma, ses choix au théâtre, quelles étaient ses épreuves, quelles étaient ses remises en question. Parce qu'en fait, il m'a très tôt, quand il a compris que je voulais être acteur, prévenu sur la notion que on est sans arrêt tenu à se renouveler et à se réinventer, et on est confronté régulièrement à une génération de gens dans les médias qui ne savent rien sur vous et à qui il faut tout raconter à nouveau. Se réinventer soi-même pour tenir le coup à travers toute une vie d'acteur, c'est peut-être la chose qui est la plus difficile que de jouer la comédie. Comment est-ce qu'on ne se fait pas éjecter du système? Et si on se fait éjecter, c'est parce que d'une certaine façon, on ne s'est pas renouvelé. On est resté associé à une période, à une mode, et puis le tapis roulant bouge, et puis vous vous retrouvez avec les bagages dont personne ne veut. Et donc c'est plutôt sa carrière à lui que j'analyse avec mon expérience.
Alors, j'ai du mal avec le temps qui passe, c'est-à-dire que rester longtemps avec le même projet me pose toujours un problème. J'ai l'impression qu'il nous reste 3 mois à vivre, c'est horrible. Donc le théâtre, j'ai tendance à m'en éloigner parce que ce sont des engagements très longs. En revanche, moi j'adore tourner, j'ai fait une série l'année dernière qui n'est pas encore sortie pour Apple TV qui s'appelle La Maison, et puis on va faire une deuxième saison, et puis euh, moi j'aime cette mobilité du cinéma, j'aime les équipes qui changent, cette, oui, ce tempo du cinéma correspond à mon impatience peut-être. Le tempo de la série et toutes les variations qu'elle propose, c'est nouveau pour moi. Donc en fait, là, comme c'est long, j'ai craint d'avoir autant de temps à rester avec les mêmes personnages et les mêmes équipes. Et en fait, ça apporte un autre plaisir, une autre jubilation, qui est effectivement la possibilité de développer un personnage à long terme. Donc ça, mais il reste quand même le travail à fournir. C'est assez fastidieux, et puis ça nécessite une autre concentration et organisation. Autrement dit, si vous avez 10 épisodes, il faut savoir exactement où vous en êtes. Ça se pose un petit peu moins au cinéma. Vous avez 1h30, 2 heures de fiction dans laquelle vous retrouvez. Mais quand c'est multiplié par 10, il faut vraiment savoir exactement où on en est.